Donc, nous avons tous bien profité de ce moment de pause et de louange. Je vous propose que nous puissions recommencer cette deuxième partie par un moment de prière, et nous allons faire un moment de prière silencieuse. Amen. Alors, pour ma deuxième partie, j'ai affiché mon plan, ce que je souhaite voir avec vous. Je souhaite qu'on voit la lecture latérale, parce que elle en discute l'ancienne thèse dans les vêpres, et notamment la première partie. Je voudrais que l'on fasse quelques exercices de comparaison et qu'on se rappelle pourquoi on est passé de la droite à la gauche. Est-ce que c'est important? Pourquoi c'est important? Pourquoi je dirais même que c'est capital, une question de vie ou de mort? Maintenant, nous recevons un message, qui est le message des vêpres. Particulièrement aujourd'hui, nous avons donc plusieurs messages. Mais nous avons ce message bien particulier qui nous est donné dans un temps bien particulier, parce que nous vivons une période cruciale. Et que risque-t-il de nous arriver si nous ne considérons pas le message que nous recevons aujourd'hui? Parce que ce message, c'est la manifestation de la gloire, puisque Dieu nous donne ce message. Et nous devons comprendre que nous vivons un temps de visitation. Dans chaque dispensation, Dieu accorde à son peuple un temps de visitation, et ce temps, il nous est donné pour que nous puissions accepter le message qui va nous sanctifier et nous préparer à sa venue. Donc, nous allons faire un petit rappel. Donc, nous sommes sur la ligne des 144 000. Donc 1989. Le temps de la fin. 2001. Nous entrons dans la dispensation de la pluie, de la pluie de l'arrière-saison, mais dans le premier temps, la première pluie. La loi du dimanche. Ensuite, la fin du temps de grâce. Et la seconde venue. Nous comprenons que la loi du dimanche est une balise essentielle parce que, de toute façon, c'est la caractéristique de chaque balise. Si nous n'acceptons pas les messages qui nous sont proposés entre chaque dispensation, il ne nous est pas possible de continuer. Il ne nous est pas possible d'avancer. Sachant que nous sommes à la porte de la loi du dimanche, nous comprenons que les messages qui nous ont été donnés, qui ont permis l'accroissement de la connaissance, ainsi que la formalisation pour nous permettre de grandir dans la préparation de la loi du dimanche, ont été complétés, parce qu'ils le sont toujours, les messages, par d'autres messages. Mais nous vivons une période cruciale en tant qu'adventistes, en tant que personnes dans le mouvement, en tant que 144 000. Nous comprenons que ce message que nous recevons aujourd'hui revêt un caractère spécial. Nous comprenons qu'il s'agit d'une préparation spéciale que Dieu veut nous donner et que ce message, nous ne pouvons pas passer à côté. Donc nous devons considérer ce message, j'ai déjà mis une petite croix, qui est le message des vêpres.
Et donc, nous allons regarder aujourd'hui qu'est-ce que l'ancienne thèse nous donne comme conseil pour pouvoir analyser la loi du dimanche. Et dans ça, donc, je vais vous prendre une citation tirée de la transcription qui est sur le site d'Eden à Eden. Alors, est-ce que vous voyez ma citation? Ça ne va pas tarder. Elle dit la lecture latérale. Nous avons commencé à discuter de la lecture latérale. De quelle manière faites-vous vos recherches? En utilisant particulièrement des informations externes. Mais certains des principes peuvent être également appliqués à l'inspiration. Nous avons dit qu'il nous fallait comprendre le contexte historique de la complexité plutôt que la version simple, afin que nous évitions de commettre les erreurs avec le simple. Et ce principe s'applique particulièrement aujourd'hui, alors que nous sommes dans une guerre d'information. Donc elle nous met dans le contexte. On arrive à la loi du dimanche. Nous sommes dans une guerre d'information ici. Donc ici, nous avons l'accroissement de la connaissance, la formalisation, nous avons eu. Nous recevons donc, nous sommes dans cette période. Et là, nous savons que nous sommes dans une guerre d'information. Elle va continuer, cette guerre d'information. Nous savons que durant cette dispensation, l'ancienne dispensation, je vais la dessiner, donc 1900. Je dessine la dispensation, la ligne des prêtres, pardon, je vais être plus claire. J'ai fait quoi là? 2004. J'en ai mis une de plus. Nous avons reçu le message du cri de minuit, 2018. Et il s'est passé quelque chose de capital. Qu'est-ce qui s'est passé en 2018 dans notre regard sur nous-mêmes, mais aussi dans le monde? Qu'est-ce qui s'est passé? Johanna? Alors, on ne t'entend pas. Mais... Donc, on est passé, donc je vais écrire, hein. On était donc, durant toute cette période, sur l'aile droite. Et là, on passe à l'aile gauche. Je ne vais pas vraiment m'étaler sur le pourquoi, parce que ça a déjà été fait par Chimène. On l'a déjà vu. Tout ça, c'est mis en forme dans l'étude interactive, et en plus, il y a une vidéo dessus. D'accord ? Mais on sait que 2018 marque un changement. Qu'est-ce que nous avons fait aussi? Qu'est-ce que l'ancienne thèse nous a aidé à prendre en considération? Nous étions, rappelez-vous, le fait d'être dans l'aile droite, dans cette partie, nous avions développé un comportement conservateur. D'accord? Et là, Dieu nous permet de nous ouvrir aux autres et donc d'adopter un comportement libéral. Mais qu'est-ce qui a changé aussi dans notre façon d'étudier ou de percevoir les choses? Est-ce que vous voyez sur le Zoom? Tu veux dire, Viviane? C'est vague, hein, ma question, c'est vrai, elle est très vague. Par notre mode de lecture. Oui, vas-y. Donc, on avait une lecture littérale. Donc là, on avait une lecture littérale. Et maintenant, on a eu une lecture dispensationnelle. Une lecture dispensationnelle. OK. Ensuite, où ça?
Nous sommes passés de conservateur à libéral, lecture littérale et lecture dispensationnelle. Vas-y, dis-moi. Je ne sais pas si c'est ça, mais... Il y a plein d'infos. Il n'y a pas une réponse, il y en a plusieurs. Je pensais on était dans quelque chose. On étudiait en tout cas avec la Bible. On était sur des valeurs familiales. On était sur aussi des... Vas-y, on continue. parlait de l'islam aussi. On a développé, on regardait un peu ça. Mhm. Je sais pas lequel encore. Ok. Donc, on étudiait essentiellement avec la Bible, et aujourd'hui, on étudie comment? C'est-à-dire, on regarde maintenant plus... on a compris qu'il fallait aller vers l'externe. D'accord. Voir ce qui se passait à l'externe, parce qu'on était concentré sur l'interne. Ok. Par rapport à nos valeurs, tout ce Ok. qu'on étudie. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on va utiliser aujourd'hui? Alors, j'ai entendu. Les journaux. Donc, on va utiliser des journaux. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Les éléments externes, en détail? Les médias? Oui. Ok. Et donc, du coup, quand on se retrouve avec cette foule d'informations, d'accord? Mais ça vaut aussi dans la façon dont on va étudier la Bible, d'accord? Ce que je veux dire, c'est qu'on ne va pas uniquement l'appliquer sur les sources externes, ça vaut aussi, ce que l'ancienne thèse dit, comprendre le contexte historique de la complexité plutôt que la version simple, afin que nous évitions de commettre des erreurs avec le simple. Donc, on a le contexte historique, donc on a la version simple. C'est quoi la version simple? Si vous la résumez, je vais le résumer avec le message prophétique, la prophétie. Et le complexe, c'est l'histoire réelle. Et qu'est-ce qu'elle nous conseille de faire? Qu'est-ce qu'elle nous conseille? Si on peut remettre. Elle nous dit comprendre le contexte historique de la complexité. Donc elle nous invite à aller vers quoi? D'accord? Elle nous invite à aller vers l'histoire complexe, l'histoire réelle, et elle nous demande de prendre en considération quoi? Le contexte. J'ai pas mis de E. Le contexte. Donc on doit regarder le contexte. Parce que si on prend en considération, qu'on essaye de comprendre le contexte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ça va éviter que nous fassions des erreurs sur quoi? Sur l'histoire simple. D'accord? Le simple, il est facile à déformer. On l'a vu. Parce qu'on va utiliser tous nos biais, tout notre historique, et on ne sait pas bien lire, on apprend à lire, heureusement Dieu nous a donné la méthodologie, et donc là, on va apprendre à décortiquer le complexe, aller dans le contexte, regarder aux sources, et ça nous permettra de bien comprendre la prophétie. Et ce n'est pas le contraire. D'accord? Donc, il nous faut l'histoire externe pour comprendre ce que le message prophétique. D'accord? Tu voulais dire, Annick? Est-ce qu'on peut avoir un exemple? Parce que je n'arrive pas à faire le... Alors, on va continuer, d'accord? Et tu vas me dire si ça va répondre à ta question. Donc, on note pour avoir un exemple, pour savoir si on peut bien comprendre. Chimène, tu veux apporter... Par rapport à ce que tu dis sur le contexte, il ne faut pas non plus oublier qu'on doit regarder deux contextes, interne et externe, pour avoir vraiment une bonne compréhension de l'histoire simple. Et c'est l'exercice que tu as fait en première partie. Quand tu as regardé l'histoire de Luc, tu as regardé, donc, les réponses qu'on t'a données, c'était les réponses par rapport à l'interne, mais aussi les réponses par rapport à l'externe, par rapport à Rome. Donc on a regardé les deux
pour pouvoir après comprendre l'histoire complexe. Exactement. Mais est-ce que dans le simple, il n'y a pas aussi le contexte? En fait, c'est pour ça que je suis un peu perdue. C'est pour ça que tu es un peu perdu. Est-ce que dans le simple, il n'y a pas non plus le contexte? Alors, pour répondre, on va même essayer de question, d'accord? Et je vais reprendre mon exemple de Luc tout à l'heure. Je vais reprendre Luc 1, si on peut l'afficher, avec ce message prophétique qui est donné à Zacharie. Et Zacharie, il va interpréter le verset 71 et le verset 74 comme étant la délivrance physique des Romains. D'accord? Mais pas que lui qui va l'interpréter comme ça. Jean-Baptiste va grandir avec cette compréhension-là. Et tout le peuple va grandir avec cette compréhension. Donc, ce qui va se faire, c'est que pour pouvoir comprendre le message prophétique, eh bien, il faut qu'ils comprennent l'histoire réelle de Jésus. Il faut qu'ils aillent dans la complexité. Jésus, il arrive. Ça, c'est leur histoire réelle. Il faut qu'ils regardent à ce qui se passe avec Jésus. Quel est le message que Jésus donne? Quelle est la lecture que Jésus va donner? Il donne un message en parabole. Il faut qu'ils analysent cette histoire pour comprendre est-ce que réellement Jésus va les délivrer du joug des Romains ou est-ce qu'il va les délivrer de leurs péchés? Tu vois ce que je veux dire? Eux, ils le comprennent de façon physique parce qu'ils en font une interprétation. Mais Jésus, lui, il a un autre message. Et donc, c'est ça qu'il faut que l'on comprenne par rapport à la loi du dimanche. Parce que notre message prophétique, quand on arrive et qu'on nous dit Panium, la chute du roi du Sud, et qu'on voit que Vladimir Poutine se renforce, que malgré... non, déjà qu'il ne va pas chuter comme on va l'imaginer, eh bien, il faut qu'on aille dans cette histoire. Il faut qu'on retourne dans l'histoire de la Russie, qu'on voit les alliances, qu'on essaye de comprendre cette histoire complexe pour comprendre c'est quoi Panium finalement. Parce que Panium, quand on nous dit chute du roi du Sud, la prophétie ne se trompe pas. C'est ça l'histoire simple. Mais pour pouvoir arriver à cette conclusion qui est facile, mais qui est facile à être déformée aussi, il nous faut retourner dans toute l'histoire, prendre en considération la situation réelle de l'histoire du roi du Sud et pouvoir faire une bonne application. Et c'est ça que la méthodologie nous apprend. Regarder le contexte pour pouvoir faire une bonne application. Sinon, on fait forcément une mauvaise application puisqu'on va faire une application littérale. D'accord? Oui? Juste pour compléter ce que tu dis en d'autres termes, ce qu'on expliquait avant, tu demandes si dans l'histoire simple tu as le compliqué. Oui, mais tu ne le vois pas. Il faut que tu zoomes. Tu zoomes ou tu lis en profondeur. Ce sont les termes qu'on expliquait, qu'on utilisait avant. Le simple, c'est comme si c'est l'histoire de surface. Mais pour voir l'histoire complexe, le contexte environnemental, etc., tu dois zoomer. Et plus tu zoomes, c'est comme ça que tu verras le contexte interne et externe. Je ne sais pas si ça qui te permettra de mieux comprendre l'histoire réelle. Je ne sais pas si tu comprends. C'est des... Oui, oui. Là, mais il faut zoomer. En gros, c'est deux terminologies différentes qui veulent dire la même chose. Donc, est-ce que quelqu'un peut me dire, c'est quoi la lecture latérale? La lecture latérale? Oui. Johanna, tu veux dire aussi, Amanda? Ok, donc Johanna. Alors, la lecture latérale, c'est passer au crible la source d'information qu'on va utiliser. Ok. Donc, je vais effacer de l'autre côté et je vais noter tout ce que vous allez me dire. Donc, la lecture latérale, donc, passer au crible. Est-ce que vous pouvez, du coup, compléter
l'information de Johanna, passer au crible, qu'est-ce que ça veut dire? Les sources d'information. Trier. C'est trier les informations comme Comment, donc, trier les informations. Comment tu vas les trier? En regardant aux bonnes sources et aux mauvaises sources. Ok, donc je note. Trier les informations en regardant donc, les bonnes sources et je note, c'est pour ça que je note. Voilà, Je note et après on en discute. alors moi, D'accord? je vais rajouter un élément, c'est les bonnes sources, c'est les sources de la gauche qu'on devrait Alors, finalement. les bonnes sources de la gauche. Et qu'est-ce que l'ancienne test nous apprend en plus? On va prendre un certain pourcentage seulement et rejeter. On va prendre le pourcentage. Alors, on prend le micro. Alors, je prends juste on va prendre un pourcentage qui correspond aux bonnes sources de la gauche, mais qui s'adapte avec la prophétie. Alors, Avec notre enseignement prophétique. donc on va prendre uniquement ce qui correspond à notre enseignement prophétique. Prendre dans la source ce qui correspond à notre enseignement. Excuse-moi, je peux intervenir? Oui, bien sûr. Par rapport aux mauvaises sources, c'est savoir identifier qu'est-ce qu'une mauvaise source. Ok, je note. Savoir identifier. D'accord? Alors, pourquoi, du coup, si on est passé de la droite à la gauche, il nous faut quand même faire un tri sur les sources de gauche? Pourquoi? Dans le Zoom, vous pouvez intervenir. Hein? Muriel? On comprend que tout ce que la gauche va dire ne va pas correspondre à notre enseignement prophétique, à notre idéologie. Donc c'est pour ça qu'on doit vraiment être quand même vigilant et qu'on ne prendra pas forcément la totalité de l'article. Alors, tout ce que la gauche enseigne, je ne sais pas si je peux dire enseigner, mais vous avez compris, hein, ne correspond pas forcément... c'est un peu bis repetita, mais... Ah. Et t'empruntes de biais pour faire un lien avec la première partie. Ouais. Donc, il y a les biais. OK. Alors, maintenant, de manière plus pratique, eh bien, on va essayer de voir ensemble des clés pour pouvoir faire des bonnes recherches dans nos lectures. Alors, il y a 4 habitudes que je vous propose de voir. Est-ce que vous pouvez mettre la diapo 30? Premièrement, se poser la question, est-ce que vous connaissez le site web ou la publication? D'accord? C'est important de se poser la question, tiens, j'ai reçu cette information, d'où ça vient? D'accord? Quelle est sa réputation? Est-ce que vous pouvez me donner, comme ça, vite fait, un journal ou un média que vous connaissez? Tout de suite, on connaît sa réputation. T'as dit? France Inter? Le Monde? À l'étranger? The Guardian? New York Times? J'étais persuadée que quelqu'un allait me dire Fox News. Ok, Mediapart. Donc vous voyez comme ça, on est habitué, il y a des sources comme ça qui nous reviennent. Si vous entendez par exemple Fox News, c'est quoi la réputation de Fox News? Hein? Conservatrice, déjà. Hein? Et donc, quel est ton objectif concernant ces informations? Quand vous prenez ces informations, c'est dans quel but? Il faut se poser cette question. D'accord? Et comment vous vous ressentez face à l'information? Vous ressentez, vous avez une information, vous lisez un article, s'il vous dérange, vous avez des ressentis, nous avons des ressentis. Vas-y.
les ressentis que nous avons sont en lien avec ce que nous étudions dans le message. Forcément, quand nous allons lire c'est pas juste ressentir pour ressentir, on se sent bien, on se sent mal, mais c'est vraiment parce qu'on a étudié le message, et quand on va lire cet article, on va percevoir des choses qui ne sont pas en cohérence avec ce message. Et donc, ça va nous mettre mal à l'aise si, bien sûr, on adhère à ce que le message nous enseigne. Ok, très bien. C'est un point important. Il y a aussi une autre subtilité. On va regarder à la bonne source. On peut tomber sur un article, et l'article, il est en accord, un article de droite qui est en accord avec notre message. Donc nous, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va poster l'article de droite ou on va vérifier, par rapport à ce que tu dis, on va vérifier sa réputation, et si cet article, si c'est un vrai article, parce qu'on va dire, waouh, il dit la même chose que mon enseignement. Donc je vais faire quoi? Je vais vérifier si vraiment l'article est bon. Et comment je vérifie si l'article est bon? Je vais sur une source de gauche. Et à ce moment-là, sur le forum, je vais poster l'article, non pas de droite, mais l'article de gauche. Ok. Est-ce que vous avez entendu... parce que souvent, comment dirais-je, vous avez plusieurs articles qui viennent de différentes sources. Avant, on ne faisait pas attention à ce genre de détails. Bon, on va regarder un peu plus en profondeur. Hein. Natacha, je peux Oui, intervenir? bien sûr. Lors de notre réunion de jeudi dernier, Muriel avait donné un très bon exemple. J'aurais bien aimé qu'elle le redonne, en fait, où on avait un article d'une femme qui regardait l'évolution, en fait, l'évolution des hommes préhistoriques. Et en fait, elle se rendait compte qu'on ne parlait pas du tout de la femme. Et elle a rétabli la femme dans son histoire. Et Muriel nous faisait remarquer que, en fait, même si on ne croit pas à l'évolution, on pouvait prendre la partie de l'article où, justement, on voyait qu'elle faisait remarquer que même dans ces histoires-là, le sexisme était présent. Et que, enfin, voilà. Je ne sais pas si Muriel pourrait faire un point plus détaillé. Vas-y, Muriel. Oui, en fait, c'était sur, je ne sais plus trop, France Culture, je crois. Ouais. Et c'était une archéologue française qui a écrit un livre qui s'appelle La femme préhistorique. C'est un peu ça, l'idée. Et elle démontre qu'il y a aussi des femmes qui ont été des ossements de femmes qui ont été découverts. Et ce qui est intéressant, c'est que bien que nous soyons des créationnistes, nous ne sommes pas des évolutionnistes, mais c'était intéressant de voir qu'elle apportait l'importance de placer la femme dans ce milieu-là, et elle montrait l'importance du patriarcat, en fait. Et dans ce qu'elle exprimait, elle le disait clairement. Donc ça, c'était l'outil intéressant. Mais moi, je ne vais pas garder tout son article, parce que je ne suis pas évolutionniste, je suis créationniste. Mais l'information qui m'intéresse, je le prends. Je le mets dans son contexte. Donc ça, c'est intéressant. Comment on fait attention à nos biais cognitifs? Et je veux que vous mettiez en face avec comment vous vous ressentez face à l'information. Je vais juste vous donner un exemple. Dans ce que Marilène disait tout à l'heure. Eh bien, il y a quelques années, j'ai entendu, je crois, comment s'appelle oh, ça va me revenir. Le grand évangéliste américain. Billy Graham. Sa fille avait été interviewée lors des attentats du 11 septembre. Et elle avait dit quelque chose qui, dans le temps, résonnait à mon cœur. Et elle avait dit, mais si on avait continué à prier dans les écoles, et si on avait continué à mettre Dieu au-dessus de tout, eh bien ce genre de choses ne serait pas arrivé. En 2001, quand j'ai entendu ça, j'étais d'accord avec ce qu'elle disait. Aujourd'hui, comment on se sentirait face à ce genre d'informations? Aujourd'hui, nos sentiments iraient à l'encontre. Pourquoi? Parce qu'ils ont été rééduqués par le message. Et donc, des fois, il faut aussi regarder ce qu'on ressent. Parce qu'on devrait ressentir un malaise. Parce que face à notre rééducation, tout notre être est rééduqué. Nos sentiments, nos émotions, tout se met en accord avec le message. Et donc, lorsqu'on reçoit une information dans laquelle nous ne sommes pas, on ressent quelque chose, il faut aussi écouter ce que nos sentiments nous disent, parce qu'on devrait sentir, si c'est une mauvaise source d'information, mal à l'aise avec cette source d'information. Si on ne se sent pas mal à l'aise avec les informations qui nous sont données, eh bien, notre corps ne réagit pas, et donc ça
quelque part, il y a une forme d'accord. D'accord? Donc, attention aux biais cognitifs. Attention aux biais cognitifs. Quand vous lisez, il faut savoir prendre un peu de recul, parce qu'on a été formaté. Donc, il faut pouvoir prendre de la hauteur face à la source d'information et pouvoir se dire, le message m'enseigne de telle façon. Peut-être que moi, j'ai un historique, mais je fais confiance au message prophétique. Et donc, du coup, j'adhère à ce qui est donné. OK? Oui, sur le Zoom. Quand on regarde la Vespère 3, quand on va aller vers les Nétiniens et les Lévites, et puis on s'aperçoit que, eh bien, quand on a écouté Terry, eh bien, on voit que ça nous remet en question, parce que c'est plus pareil. Complètement. Donc, le commentaire. C'est Johanna. J'aimerais mieux comprendre ce que Chimène a dit concernant la source de droite. Est-ce possible de répéter et étayer? Merci. Donc, ce que je disais rapidement pour que Natacha ait le temps de faire son étude, parfois, dans les journaux de droite, il y a un article qui va parler aussi du sexisme ou bien de l'avortement, etc. Mais le journaliste aura la même position ou la même vision que le message du cri de minuit. Donc, nous, on va lire l'article, mais on regarde la source et on se dit, tiens, ça c'est, bon, je dis n'importe quoi, c'est Le Point qui a écrit cet article-là, c'est un journaliste du Point. Mais on sait que Le Point, c'est de droite. Donc, au lieu de poster sur le forum ou le journal Le Point, on va vérifier la source. Si c'est une bonne source d'information, on doit la retrouver dans la gauche. Donc, on va aller dans le journal Le Monde ou un autre journal de gauche, ou sur France 24, etc., une chaîne d'infos, pour vérifier cette information. Et une fois qu'on a vu que cette information, elle est vérifiée, c'est sur 2 témoins ou 3, donc du coup, ensuite, on va poster sur le forum, non pas la source de droite, mais la source de gauche, donc Le Monde ou autre chose. Est-ce que ça a répondu à ta question, Johanna? Ok, bon, je pense que oui. Deuxièmement, il faut faire une enquête. Qui est la source d'information? Qui est à la source d'information, hein? D'accord? Parce qu'on peut avoir, par exemple, on a plusieurs sources de médias. D'accord? On a les journaux, on a la télé, etc. Mais des fois, on peut avoir aussi Instagram, d'autres informations. Des informations peuvent être véhiculées via ces outils aussi. Alors du coup, c'est qui est à l'origine de cette source d'information? Quel est le niveau d'expertise? Est-ce que c'est quelqu'un qui se prétend expert de quelque chose et qui donc va véhiculer son idée générale, ou est-ce que c'est quelqu'un qui vraiment s'y connaît? Que peux-tu découvrir au sujet du site web ou de la publication? Donc il nous faut faire des recherches. Et ces recherches, elles sont dans le but de nous protéger. D'accord? Et éviter aussi de véhiculer un message qu'on ne voudrait pas faire, par exemple, véhiculer. Alors, trouve d'autres sources. C'est ce que disait Chimène. Qu'en disent les autres sources d'information? Je ne sais pas si j'ai pris l'exemple, mais tout à l'heure, la dernière fois, quand je préparais l'étude, je ne pense pas que je l'ai pris. Il y avait, je ne me rappelle plus, mais il y avait un article avec un événement, et cet événement nous donnait plusieurs chiffres. Alors, si on relaye l'information qu'on n'a pas vérifiée, on va véhiculer, je ne sais pas, cet attentat, 114 victimes. L'autre va dire 120, l'autre va dire 151. En fait, il faut qu'on vérifie. Donc, il nous faut recroiser les informations pour vérifier quelle est la bonne source d'information pour qu'on puisse donner le bon chiffre. Bien sûr, c'est un exemple comme un autre. Existe-t-il de meilleures sources plus fiables et plus approfondies? Et qu'en disent les experts? Retrace le contexte original. Vous avez vu que là, j'ai été dans une source externe et c'est ce que Test nous conseille. Retracer le contexte original. Quelle est la source première des allégations ou de l'affirmation? Quel est le contexte original de l'information en question? Et compte tenu des informations, ont-elles été présentées avec exactitude comparativement à la première source? D'accord? Donc, on regarde qu'aujourd'hui, face au flux d'informations que l'on a, il nous faut faire un vrai travail d'investigation.
Il nous faut faire un vrai travail de recherche. On ne peut plus se contenter de dire, bon voilà, je reçois une information, je reçois j'ai vu une alerte, je la transmets. Il nous faut vérifier nos sources d'informations. D'accord? Alors, ici, je vous ai mis c'est quelque chose qui avait déjà été mis sur le site, présenté par l'ancienne Tess, je crois, lors d'une de ses présentations, où elle nous expliquait les différentes sources d'informations et comment on pouvait arriver à se retrouver face à tous ces médias. Donc, je ne sais pas si je peux zoomer. Ah non, je ne peux pas zoomer, mais c'est quelque chose que vous pouvez trouver facilement et je sais que ça avait été communiqué. Donc, au milieu, vous avez tous ceux qui sont neutres de gauche et de droite. Donc, vous avez, par exemple, vous pouvez retrouver... Alors, ça ne se voit pas trop sur le tableau, merci d'avoir zoomé. Ici, par exemple, si tu peux descendre un peu le tableau, non, le remonter alors. Vous avez squeeze left, neutral and squeeze right. En fait, ceux qui sont là, ils tendent vers la gauche. Ceux-là, ils sont neutres et tous ceux-là font partie, ils tendent vers la droite. Ensuite, vous avez vraiment les partisans de droite et là, l'extrême droite. Et la même chose pour la gauche et l'extrême gauche. D'accord? Donc, quand vous recevez des informations, vous pouvez tout de suite voir celles avec lesquelles nous travaillons et celles que nous communiquons le plus souvent. D'accord? Un lien. Alors, j'ai utilisé le lien de Jean-Marie. Donc, voici ce que Jean-Marie avait posté pour diapo 37. Est-ce que vous pouvez... Voilà. Donc, diapo 37, Jean-Marie nous avait donné un lien que j'ai repris pour qu'on puisse avoir une idée bien précise des médias français, les quotidiens français. Donc, par exemple, Le Monde, c'est centre-gauche, mais si vous allez sur Le Figaro, ça va être de droite. D'accord? Vous allez avoir, par exemple, Les Échos, ils sont libéraux, et si on va dans Libération, c'est la gauche. La Croix, ça va être il y a marqué la gauche catholique. Il me semblait que c'était plus la droite. Ensuite, L'Humanité, c'est l'extrême droite, l'extrême gauche du moins. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez avoir d'autre? Les hebdomadaires français. Donc, l'Express est de droite, Le Point aussi. Marianne est anti-système et considérée comme souverainiste. Courrier international qu'on utilise souvent est de gauche. Le Canard enchaîné est de gauche, mais contestataire. Donc, il faut, si jamais on décide de prendre une source, le Canard enchaîné, sachant qu'ils sont contestataires, il faudra qu'on fasse vraiment attention. D'accord? Valeur actuelle, extrême droite, et Minute aussi. D'accord? Voilà, je vous remets. Ensuite, maintenant, en ce qui concerne les chaînes d'information continue. Eh bien, BFM TV, centre droit. CNews, extrême droite. Ensuite, LCI de droite. France Info, centre-gauche. France 24, il y a marqué orienté vers la francophonie, mais il me semble que France 24 est plutôt de gauche. Et Euronews, pro-européen. Donc là, on n'a pas vraiment d'informations sur... Ensuite, les chaînes télévisées. TF1 est de droite. France 2 de gauche, France 3 de gauche et de proximité, la 5 de gauche et Arte de gauche et pro-européen. D'accord? Alors, on va prendre un exemple. Si on prend, je ne sais pas si la technique va réussir à mettre le lien au niveau, le lien que je voulais prendre, mais je voulais qu'on ait des exemples concrets. Si on prend une source de gauche ou si on prend une source de droite. Oui, il y a une question? Si un site web ne se trouve pas sur la liste, comment savoir de quel côté ce site se trouve? Car il n'affiche pas forcément toujours de quel côté il se trouve. C'est une très bonne question. Eh bien, il faut analyser, je pense. Vous pourrez me dire ce que vous en pensez, mais c'est au regard de notre message. Il faut vraiment que la source, et ça arrive des fois, qu'on ne sache pas réellement. Mais dans ce cas-là, il faut aussi faire l'exercice qui a été proposé. C'est-à-dire que vérifier l'information pour voir où est-ce qu'elle est répétée.
Si elle est répétée plus de droite, ça peut tendre vers la droite. Si elle est répétée plus de gauche, on sait que c'est une information qui peut provenir de la gauche. D'accord? Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. On peut demander aussi à Google, notre ami. Donc voilà. Johanna, une question? Alors, j'entends pas Johanna, est-ce qu'on peut avoir le micro? Je dirais, en fait, la gauche, on a compris que c'était, il faut plus qu'on se dirige vers la gauche. Ça veut dire, est-ce que nous, on doit totalement exclure la droite? Est-ce que ça se doit... Est-ce que... C'est-à-dire qu'on ne prend même pas le temps, on va dire, de regarder parce qu'on sait déjà que c'est de droite. Voilà, on se dirige tout de suite vers la gauche. Ah. C'est ça la bonne attitude à avoir. Alors, ce que Chimène proposait tout à l'heure, c'est que ça arrive que des articles de droite et des informations qui correspondent parfaitement avec le message que nous véhiculons. Ce qui se passe, c'est qu'ils peuvent être en accord sur un thème, mais le fond général ne va pas correspondre à notre message. Et donc, sachant qu'aujourd'hui, nous sommes dans une période complexe, il y a un flux d'informations, il nous faut faire des choix par rapport à ce que nous allons lire, les choix par rapport à leur positionnement. Parce que peut-être qu'un jour, on peut manquer de vigilance. Peut-être qu'un jour, on peut, comment dirais-je, à force de lire sur cette source, on peut s'accoutumer à leur langage, s'accoutumer à leur façon de voir, et peut-être qu'on ne peut ne pas tout voir dans un article. Il y a peut-être quelque chose qui va faire que, finalement, à force de s'habituer à lire cette source de droite, on finira par prendre la tangente. Donc, il faut faire vraiment attention aujourd'hui. Ce travail que nous avons à faire, c'est vraiment un travail, je dirais, de vie ou de mort. Pourquoi? Parce que nous avons un flux d'informations important et que nous sommes dans une guerre d'informations. Certes, on a des guerres chaudes sur les zones de procuration entre le roi du Nord et le roi du Sud. Mais essentiellement, ce qui vont leurs armes, ce sont les armes les propagandes. Donc, il faut qu'on fasse attention aux sources d'information. D'accord? C'est vraiment ça. Tout en sachant qu'aujourd'hui, nous allons pouvoir, je ne sais pas si je l'ai toujours gardé, vous vous rappelez ce qu'on avait vu tout à l'heure et qui était donné par l'ancienne Thèse. Pour pouvoir comprendre le simple, il nous faut aller au complexe. Il nous faut décortiquer l'histoire réelle. Il nous faut comprendre le contexte. Et le contexte, nous avons vu qu'il est en allant aux sources d'information. Donc, essayons de choisir, donc, dès le départ, la bonne source d'information. Sinon, nous ne pourrons pas bien comprendre et bien interpréter l'histoire simple. D'accord ? Alors, combien de temps il me reste, Marie? Combien? Ok. Alors, je vais essayer de vous donner... bon, ça, c'est juste pour qu'on puisse en discuter. Hein. Mais du coup, partager avec vous un exemple d'une réaction d'une source de droite aux États-Unis lors de la décision d'annulation de Roe versus Wade. D'accord? Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir le faire. Vadim, c'est l'article sur Elle. C'est bon, tu peux? Alors, le républicain Matt Gaetz s'en prend aux femmes qui défendent l'avortement et donc va les traiter de laides et en surpoids. D'accord? Donc, il est élu en Floride, il a exprimé son point de vue sur l'avortement et s'en prend directement aux femmes favorables à ce droit, les qualifiant de laides et en surpoids. Et donc, l'article, elle, propose donc de faire le point. Il va dire, je vais juste m'arrêter sur ce qu'il va dire, hein. Pourquoi est-ce que ce sont les femmes les moins susceptibles de tomber enceintes sont celles qui craignent le plus de se faire avorter? Quelle est son attitude? Décrivez-moi l'attitude qu'il a. Il est sexiste, on peut aller même plus, hein. Misogyne. D'accord? Donc lui, il est de droite. Ses propos ont été relayés par la droite. Et donc du coup, il a ce propos misogyne
sexistes qui vont à l'encontre de notre message. Donc on ne peut pas aller dans une source qui va attaquer directement notre message. Donc ça, c'était un exemple. Un exemple. Alors maintenant, ce que je voudrais faire, c'est aller prendre un exemple en France, le Covid vu par l'extrême gauche. OK ? Donc, c'est l'article Terra Nova, et je vais essayer de retrouver la partie dont je voulais discuter avec vous. Alors, attendez 5 secondes, donnez-moi 5 secondes. Je ne sais pas si je l'ai gardé. Alors, attendez. Je crois que je suis... ok. J'essaye de retrouver les propos que je voulais partager avec vous. Alors, j'ai pris donc un Terra Nova. J'ai été donc dans Terra Nova. Et donc, ils vont analyser le comportement qu'a eu Jean-Luc Mélenchon. Alors, sachez que je ne fais pas d'attaque personnelle. Hein. Je prends juste un exemple pour qu'on puisse essayer de comprendre si finalement, il va en accord avec notre message. Et je ne juge pas ses propos. Vous voyez ce que je veux dire ? Je veux juste prendre un exemple. On fait juste une analyse. OK ? Donc, cet article va dire qu'il a abondamment contesté les mesures sanitaires prises pour lutter contre le Covid. Au-delà d'attaques fluctuantes, ces prises de position expriment une idéologie inattendue où les contraintes collectives et libertés individuelles font d'étranges chassés-croisés. Donc déjà, il va être un petit peu des fois en désaccord avec ses propres pensées. Je vais essayer de voir vraiment ce que je voulais vous dire. OK. Voilà. Fin 2021, c'est en particulier, fin 2021, c'est en particulier sur les enjeux spécifiques aux Antilles que cette opposition au vaccin s'est cristallisée. Lors d'un déplacement aux Antilles, en décembre, lié aux émeutes locales contre l'obligation vaccinale des soignants, Jean-Luc Mélenchon fustigeait les méthodes brutales de l'exécutif. Voulant se montrer en phase avec la défiance exprimée par les manifestants, ici, les gens ne se laissent pas mater. Mais plus encore, ce sont surtout ces propos fallacieux sur des chaînes guadeloupéennes Canal 10 concernant le potentiel effet secondaire de la vaccination lié à la contamination au chlordécone qui doivent choquer. Les médecins m'ont expliqué le rapport entre la contamination au chlordécone de la population et les risques que pouvaient comporter des inflammations nouvelles, qu'elles soient injectées ou pas. Il y a une volonté délibérée de l'État qui consiste à dire que tout ça, ce sont des populations folkloriques sur lesquelles on a un regard paternaliste. En réponse, sur le plateau d'Élysée, Anne-Sophie Lapix lui reprochera en février de ne pas inciter les habitants à se faire vacciner à l'époque. Bon, ça c'était son point de vue. Et donc du coup, quand on va regarder, on va aller dans cet article de gauche qui va relayer, ou même ses propos, il faut qu'on se pose la question, je suis dans la gauche, mais est-ce que cet article de gauche est en accord avec le message qui nous est donné aujourd'hui ? D'accord ? Donc ça, c'est la question que l'on doit se poser. J'ai pris un exemple de la droite pour vous montrer le positionnement de la droite qui n'est pas en accord avec notre message. Mais après, je vous ai pris aussi un accord de gauche pour que vous puissiez voir aussi que ce n'est pas parce que c'est la gauche qu'il ne faut pas analyser. Il nous faut analyser pour savoir si réellement tous les propos tenus par la gauche et relayés par les médias vont être en accord avec notre message. D'accord ? Donc, le temps me manque pour parler donc d'autres exemples, mais ce que je voulais faire, c'était terminer par là où nous sommes aujourd'hui. Donc, je vais effacer cette partie. Voilà. Donc là, on est dans cette dispensation, on est dans cette dispensation sur la ligne des 144 000. Et donc, on arrive vers une loi du dimanche. Dieu nous donne un message spécial. Je vais juste faire un dessin
Ok. Ok. Et là, je vais marquer 1850. Et là, je vais marquer 1888. Pourquoi? Parce que nous avons pour habitude de dire que sur la ligne des Millérites, ils font face à une loi du dimanche, non pas sabbat versus dimanche, mais face au problème du racisme, parce qu'il y avait toutes les caractéristiques de la loi du dimanche. Et donc, ici, ils vont recevoir aussi un message spécial, parce que Dieu va les préparer avec le livre Spiritual Gift, pour les préparer à être prêts à cet événement-là, et qu'ils ne puissent pas prendre la coupe avec les États-Unis. Ici, 1888, Dieu va aussi leur apporter un message spécial pour qu'ils puissent être prêts par rapport à 1888. Ce qu'on voit, c'est qu'ici, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas tenu compte des événements externes. Donc, ça va être un des éléments, ça va être une mine d'échecs. En 1888, ils ne se sont pas concentrés non plus sur le problème externe. Et on sait que c'est une histoire d'échec. D'accord? Pour nous, nous avons l'exemple de 1850 et l'exemple de 1888. Parce qu'il y a ici une loi du dimanche et là aussi une loi du dimanche. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre? Sur quoi l'adventisme s'est focalisé en 1888? Sur quoi ils se sont focalisés? Qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui dans l'adventisme sur 1888? Si je vous dis comme ça, 1888, oui? Sur la plage. La justification par la foi. La justification par la foi. Si vous parlez aujourd'hui à un adventiste de 1888, c'est rare. On entend des fois A.T. Jones au Congrès. Mais la plupart du temps, qu'est-ce qu'on entend? La justification par la foi. D'accord? Et toute la partie où A.T. Jones a été au Congrès et tous les événements, parce qu'il n'y a pas que ça en fait, mais comprendre ce qui s'est passé, c'est occulté. Mais nous ne devons pas faire la même erreur. Mais par contre, nous devons nous servir de leur enseignement et de leur expérience pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce qui s'est passé en 1888 à la conférence de Minneapolis? Pourquoi, finalement, cette histoire, elle reste dans les mémoires? Qu'est-ce que vous retenez par rapport à cette histoire? Chimène a déjà abordé toute la partie externe. Mais qu'est-ce qui se passe en interne dans l'histoire de l'adventisme? Qu'est-ce qui est reproché? Enfin, qu'est-ce qui ne va pas avec cette conférence? Il dit s'ils avaient accepté le message, Jésus serait déjà revenu. S'ils avaient accepté quel message? La justification par la foi. C'est le simple, on va dire. C'est le simple, d'accord. Tu le dis simplement, s'ils avaient accepté ce message-là, donc Jésus serait revenu. Dina, tu voulais dire autre chose? Non? Qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce que vous savez par rapport à cette histoire? Quels sont les intervenants? Il y avait Butler. Qui était Butler? Il est président de la conférence générale à ce moment. D'accord? Et de l'autre côté, il y avait A.T. Jones et Waggoner. Il y avait A.T. Jones. Oui, il y avait Hélène aussi. A.T. Jones. Il y avait Waggoner. Je ne me rappelle plus les deux prénoms. Et il y avait Ellen White. Ok. On va... Ok. On voit un peu moins Smith, mais il est là aussi. Butler. Exactement. Oui. Ok. Je vais vous montrer un petit peu les intervenants. Il y en a d'autres, il y en a plusieurs. Je n'ai pas mis tout le monde. Mais voilà ce qu'on va retenir. Et ça, c'est aussi quelque chose que nous devons prendre en considération, cette histoire. Je vais, sans afficher, alors, juste pour que vous puissiez voir les personnes,
je vais mettre la diapo 45. Non, oui, 45. C'est juste pour que vous puissiez voir les différents intervenants. Et maintenant, je vais lire. Comme c'est petit, je vous demande juste de ne pas afficher. Je vais lire, et ça va être tiré de Témoignages pour l'Église, volume 1, pour 1850, et je vais revenir sur 1888. Il est dit, peu à peu, Jésus commença à s'effacer de la vision et de la pensée de beaucoup d'adventistes. On pensait rarement à l'expérience d'amour personnel avec Jésus. Entre 1870 et 1890, donc là, on est 1870, il y a eu donc l'histoire de 1850, 1863, Jésus n'est pas revenu, 1870, 1888, 1890. Entre cette période-là, beaucoup d'adventistes avaient en grande partie donc perdu de vue Jésus. Quand la vie spirituelle se flétrit et mourut presque dans leur cœur et dans leur cœur. Ellen White fit remarquer la disparition de la véritable expérience chrétienne. Elle lança des mises en garde. Depuis 1870, elle attira souvent l'attention sur la tiédeur de Laodicée, spécialement dans l'église de Battle Creek, dans le Michigan. S'adressant au pasteur en 1879, elle déplora que le fait de l'expérience chrétienne avait dégénéré en théorie et que les grandes vérités solennelles confiées à l'Église étaient souvent présentées comme une froide théorie. Donc là, Témoignages pour l'Église, volume 1, en 1850, ici, alors qu'ils sont en train de vivre un événement bien particulier, elle va dire « Il m'a été montré que le témoignage aux Laodicéens s'applique au peuple de Dieu à l'heure actuelle et que la raison pour laquelle il n'a pas accompli une plus grande œuvre est due à la dureté de leur cœur. » Mais elle va situer ici le début d'une condition laodicéenne. D'accord ? Ensuite, en 1870, l'Église laodicéenne croyait réellement et jouissait des bénédictions de l'Évangile et pensait être riche dans la faveur de Dieu, alors que le vrai témoin les appelait pauvres, nus, aveugles et misérables. C'est le cas de l'Église de Battle Creek et d'une grande partie de ceux qui professent être le peuple de Dieu, qui respectent les commandements. Le Seigneur ne voit pas comme l'autre, ses pensées et ses voies ne sont pas comme les nôtres. Elle situe ici une condition laodicéenne. Et en fait, 1863, Jésus devait revenir, il n'est pas revenu. Le peuple perd de vue Jésus, se fatigue, rentre dans une routine. Et en fait, ils ont le message, mais il n'est plus cher à leur cœur. Il n'est plus leur priorité. 1888, ils vivent exactement la même histoire. Ils ne considèrent pas, ils rejettent le message de la justification par la foi, ne considèrent pas le message en externe. Et ces deux expériences doivent nous aider à comprendre la nôtre. Nous ne devons pas tomber dans le piège de l'histoire de 1850 et dans l'histoire de 1888. Nous devons comprendre qu'aujourd'hui, nous recevons un message particulier, que nous vivons des temps décisifs, que nous sommes à l'approche de la loi du dimanche et que nous n'avons pas le droit, vous et moi, de négliger le message qui nous est donné aujourd'hui. C'est une question de vie ou de mort. Nous devons comprendre que le message des vêpres aujourd'hui doit être notre priorité particulière. Nous devons nous efforcer à le comprendre, nous faire des efforts pour participer sur Zoom. Nous devons faire des efforts pour lire tous les messages qui nous sont donnés, pour les écouter, parce que c'est ça que Dieu nous a donné, c'est le message que Dieu nous a donné maintenant pour notre temps. Et nous devons considérer les histoires passées pour ne pas répéter l'histoire passée. Bien sûr, à la loi du dimanche, nous savons que les 144 000 sont sur une ligne de succès. Mais nous n'irons pas tous au succès si nous ne prenons pas en considération le message qui nous est donné. Ce n'est pas parce que nous sommes dans une ligne de succès que nous irons tous au paradis, comme dit la chanson. Et donc nous devons comprendre que chacun individuellement
nous devons considérer ce message et revoir notre position par rapport à la participation sur Zoom, par rapport à notre motivation par rapport au message. Le site Eden à Eden, il est pour nous tous. Nous devons tous nous impliquer, tous participer, tous envoyer des informations pour que chacun, nous puissions être alertés des événements qui se passent. Nous ne pouvons pas tous être toute la journée sur les sites d'information. Nous avons nos activités. Mais si chacun de nous consacrons un peu de temps, il y a aussi des informations que nous ne pouvons pas tous voir. Chacun de nous avons notre part à faire. Nous faisons partie de ce mouvement. Et nous devons être les uns pour les autres des aides. En étant actifs, j'aide mon prochain à être actif. En participant, j'aide mon prochain à participer. En étant vivant, j'aide mon prochain à rester vivant. Parce que mon influence a une influence sur les autres. Ma réactivité a une influence sur les autres. Ma participation a une influence sur les autres. Nous ne pouvons plus laisser la situation de tiédeur aujourd'hui qui existe sur Zoom perdurer plus longtemps. C'est notre devoir aujourd'hui de nous réengager et de participer activement pour notre salut personnel. Tous ces moments froids, tièdes, où personne ne parle, ne peuvent plus continuer. Il en va de notre salut. Parce que quand je ne connais pas quelque chose et que je pose une question, je réponds pour plusieurs personnes, ceux qui n'osent pas poser la question. Et donc on apporte, et mon silence n'aide personne, mais le fait de participer aide plusieurs, et c'est ça que nous devons garder à l'esprit. Que nous ne pouvons plus laisser la situation perdurer plus longtemps. Et si nous avons décidé de nous engager à le faire, nous comprenons le temps dans lequel nous vivons, qui est un temps de visitation, que le message que nous avons, c'est notre dernier message. Donc nous ne pouvons pas laisser les choses passer. Que ça soit vous, que ça soit moi, nous devons comprendre que ce message que nous avons, c'est un message important. C'est un message de vie ou de mort. Et donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui par rapport au message complexe, le message simple versus le message complexe, mais aussi de comprendre les temps dans lesquels nous vivons. Et de comprendre que ce message qui nous paraît compliqué, difficile, il est en vérité à notre portée. Si nous nous imitons au travail, il est à notre portée. Si Dieu nous le donne, c'est parce qu'il est à notre portée. On va se mettre à genoux pour la prière. Éternel notre Dieu, nous voulons te demander de nous pardonner pour toutes les fois où nous avons été laxistes, où nous n'avons pas considéré ton message et tout ce que tu fais pour que nous puissions être sauvés. Nous te demandons de nous redonner ce zèle, cet amour pour ton message, cet amour pour ce mouvement dans lequel nous faisons partie, que cela ne soit pas uniquement une profession de foi, mais que cela soit partie de notre vie, que nous soyons en accord dans nos actes avec ce que nous professons et que cela se voit. Aide-nous à être des témoignages vivants, à comprendre les temps dans lesquels nous vivons, ce temps de visitation, et que nous puissions saisir cette opportunité de nous remettre debout et de manger ce message, et que nous puissions faire chair et corps avec toi, en unité de corps et d'esprit, nous tous qui sommes réunis en ce jour de sabbat. Au nom de Jésus. Amen.